Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler d'un exercice qui traite, comme la précédente vidéo, des sous-groupes finis de SL2 Z. Bon, par contre l'énoncé il est indépendant de l'énoncé précédent, donc c'est pas nécessaire d'avoir vu la vidéo précédente pour comprendre celle-ci. C'est un énoncé qui est, donc il n'est pas tiré d'un oral de concours, c'est quelque chose un énoncé que j'ai créé en essayant de trouver les plus gros sous-groupes de SL2 Z et donc en cherchant sur internet. Donc il est accessible pareil que le précédent, donc niveau L2 ou voilà, MP, PC, Psy, ce genre de choses. Voilà, donc les chapitres, les thèmes, donc là ça va être surtout des espaces euclidiens. Isométrie, groupe orthogonal, donc voilà, les espaces euclidiens, on en voit déjà en première année, en L1 ou en sup, mais voilà, les isométries et groupes orthogonales, ça c'est spécifique à la deuxième année. Donc on va regarder ensemble l'énoncé. Donc dans un premier temps, on veut déterminer tous les sous-groupes finis de SL2 Z à isomorphisme près. Il y a une première question assez générique, hein, qui peut servir dans d'autres énoncés éventuellement, où l'idée c'est de prendre un sous-groupe fini de G ln de R, et en fait, il y a une petite astuce qui permet de voir ce groupe comme un sous-groupe fini, non pas de G ln de R, mais de ON de R, donc du groupe orthogonal. Voilà, et la deuxième question, là on attaque le résultat qui nous intéresse, donc on s'intéresse cette fois-ci à la dimension 2, et on regarde les sous-groupes finis de SL2 Z, donc il faut prouver qu'ils sont tous cycliques de cardinal 1, 2, 3, 4 ou 6, donc en gros ça va être du Z sur NZ, avec, à isomorphisme près, ça va être Z sur NZ, avec n égale 1, 2, 3, 4 ou 6. Voilà, donc je vous recommande de commencer par chercher vous-même avant de regarder la correction, et je vais donner des indications juste maintenant. Ok, donc voilà les indications pour chacune des questions. Donc, bon, montrer que c'est un produit scalaire, vous allez voir, c'est assez classique, hein, c'est assez facile. Et ensuite, donc il faut montrer que les éléments de G sont des isométries pour le produit scalaire qu'on aura défini. Et deuxième question, donc ça vaut le coup de se rappeler quelles sont les isométries vectorielles de R2 qui sont de déterminant 1. D'accord, donc il faut se rappeler la classification des isométries vectorielles de R2, donc c'est quelque chose qui est vu en cours. Et donc celles qui sont de déterminant 1, on les connaît, et donc à vous de voir comment est-ce que ça peut nous servir. Donc tout de suite, on passe à la correction de la question 1. Donc pour la question 1, on nous demande de prouver que l'application qui est définie, c'est un produit scalaire. Donc une petite remarque rapide, hein, donc cette application, déjà le fait qu'elle soit bien définie, ça provient du fait que G est supposé fini, d'accord? Sinon là on fait une somme infinie, ce qui n'aurait pas vraiment de sens. Donc voilà, c'est déjà ça qui fait qu'elle est bien définie, qu'elle a valeur réelle. Voilà, c'est assez classique, on va montrer qu'elle est bilinéaire, symétrique et définie positive. D'accord, donc ce qu'il faut toujours montrer quand on a un produit scalaire. Donc assez simple, hein, la bilinéarité provient du caractère bilinéaire du produit scalaire canonique sur Rn, et de la linéarité de la somme. Bon, c'est pas nécessaire de détailler plus que ça, je pense, hein. Ensuite, pour le caractère symétrique, la symétrie, bah, ça provient aussi de la symétrie du produit scalaire canonique. Ensuite, donc, pour le caractère défini positif, on commence souvent par positif, hein, et on fait dans le même mouvement, on va faire le caractère défini, soit x appartenant à Rn, et on va regarder ce que ça fait x scalaire x, donc ça, par définition, ça fait la somme pour G dans G, de Gx, Gx, d'accord? Voilà, et ça, bah, par définition, par le fait que le produit scalaire canonique est un produit scalaire, chacun des termes de la somme, j'ai oublié le 1 sur G, donc chacun des termes de la somme est positif, d'accord? Donc là, on a bien affaire à quelque chose qui est positif. Et ensuite, pour le caractère défini, on va regarder lorsque c'est égal à 0, donc si x est égal à 0, donc là on a affaire à une somme de termes positifs qui est nulle, donc ça veut dire que chacun des termes est nul. Pour tout g dans g, on a gx qui est égal à 0. Bon, là il y a plein de façons de conclure, hein. On peut prendre un g au hasard, mais sinon on peut prendre pour l'élément neutre, pour g qui est égal à in, parce que l'élément neutre est toujours dans un sous-groupe,
on va avoir x égale 0, et donc x égale 0, d'accord? Encore par le fait que le produit scalaire canonique est défini positif. Donc, l'application définit un produit scalaire sur Rn. Ok, donc maintenant, on s'intéresse à une injection de G dans ON de R, donc on va regarder comment est-ce qu'on va faire. Donc on va bien sûr se servir du produit scalaire qu'on a défini, et comme indiqué, on va essayer de prouver que pour ce produit scalaire-là, les éléments de G sont des isométries. Soit H appartenant à G, donc un élément quelconque de G, et on va regarder le produit scalaire de Hx avec Hy, ça par définition, c'est la somme pour G dans G, donc de GHx, GHy. D'accord? Et là c'est assez classique, ce qu'il faut faire c'est un changement de variable dans la somme, et comment est-ce qu'on va faire ce changement de variable? On va remarquer qu'en fait l'application, on peut l'appeler gamma par exemple, qui va de G dans G, et qui à G associe donc GH, est une bijection. Pourquoi? Alors attention, je dis pas que c'est un morphisme, un isomorphisme, parce que c'est pas un morphisme cette application, sauf si H est l'élément neutre, d'accord? Donc là ce qui est intéressant c'est quand H est quelconque. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour montrer que c'est une bijection? On va montrer simplement que c'est injectif, donc on prend soit G1, G2, deux éléments de G, qui sont envoyés sur la même image, donc tels que gamma H de G1 égale gamma H de G2, donc là on va essayer d'en déduire que G1 égale G2, mais c'est assez facile, hein. Donc là ça revient à dire que on a G1H égale G2H, et donc là on peut multiplier à droite par H-1, et donc on obtient G1 égale G2. Et donc on a bien gamma H injective. Et pourquoi est-ce qu'elle est surjective? Bah là, c'est le fait que G soit un ensemble fini qui va nous le dire. Gamma H est injective entre deux ensembles de mêmes cardinaux, et donc elle est surjective. Bon, surjective et injective, donc bijective. Bijective. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse, ça? C'est parce que du coup, on peut se servir de cette gamma H pour faire un changement de variable dans notre somme. Donc là, j'ai encore oublié le 1 sur G, sur cardinal de G dans la somme. Hx, Hy, eh bien c'est égal à la somme, on n'oublie pas le 1 sur cardinal de G au passage, donc 1 sur cardinal de G, fois la somme pour G appartenant à G, et bien là on peut supprimer le H, donc ça fera Gx, Gy. D'accord? Ça nous fait un changement de variable dans la somme, et en fait là on reconnaît directement eh bien, que c'est x, y. Et voilà, c'est le produit scalaire par rapport à G. Donc ça signifie quoi? Donc H est une isométrie, donc l'endomorphisme induit par H est une isométrie donc de l'espace euclidien. L'espace euclidien ambiant, c'est R2 muni du nouveau produit scalaire. Alors comment est-ce qu'on conclut? Donc là, voilà, il faut être juste précis sur le vocabulaire et les termes. Il suffit de nommer une base orthogonale pour le produit scalaire, donc pour cet espace euclidien. Donc on va faire soit B, donc ça va être égal à U1, U2 par exemple, on peut l'appeler comme ça. Donc une base, j'ai dit orthogonale, c'est orthonormée, donc de R2 muni du nouveau produit scalaire, et avec, donc on peut nommer C est égal à E1, E2, la base canonique, et P, donc on va noter ça qui va être la matrice de passage avec un B calligraphique, la matrice de passage de la base canonique vers notre nouvelle base orthonormée, donc ça c'est un élément de GLN de R, ok? Donc toutes les matrices de passage, elles sont inversibles. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour tout élément G dans G, donc quand on va exprimer l'endomorphisme induit par G dans la base B calligraphique, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, donc elle va s'écrire P-1 G P et orthogonale. D'accord? Pourquoi? On rappelle que quand on exprime une isométrie dans une base orthonormée, alors la matrice est orthogonale. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va voir tout simplement comme inclusion? Donc on va voir phi qui va de G dans ON de R, et qui va être tout simplement exprimé comme étant l'application qui a G associe P-1 G P. Voilà, donc je vais réécrire comme ça, on pose. Voilà, donc j'ai reformulé un petit peu la définition de phi. Donc maintenant, il faut prouver quand même que phi, c'est un morphisme injectif, donc c'est une application qui est bien définie, là, c'est ce qu'on vient de justifier.
Donc maintenant, il faut prouver que c'est un morphisme injectif. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est un morphisme? Bon, ça c'est assez classique, hein, là on fait un changement de base, donc un changement de base c'est un morphisme. On va quand même le prouver, donc on va prendre soit G, H, deux éléments de G, donc quand on va faire phi de GH, ça va nous donner par définition P-1 GHP, mais là on peut faire apparaître un télescopage au milieu, hein, donc ça fera P-1 GP, P-1 HP, et ça nous donne bien phi de G, phi de H. Donc là on a bien affaire à un morphisme, et c'est plus pratique hein, de d'abord prouver que c'est un morphisme avant de prouver que c'est injectif, parce que pour prouver que c'est injectif, il suffit de vérifier que son noyau est nul. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend soit G dans le noyau de phi, ça signifie que phi de G, qui est P-1 GP, c'est égal donc au neutre de ON, de R, c'est-à-dire l'identité, et donc ça nous donne G, c'est égal tout simplement à P, on multiplie à gauche par P et à droite par P-1, mais sauf que l'identité commute avec tout le monde, hein, donc l'identité fois une matrice, ça fait cette même matrice, et donc il nous reste seulement l'identité. Donc le noyau est bien réduit à 0, donc phi est injectif. Donc voilà pour la fin de cette première question. Donc on va passer à la deuxième question, n'hésitez pas à chercher un petit peu par vous-même avant de voir la correction. Donc pour la deuxième question, donc maintenant on veut s'attaquer au sous-groupe fini de SL2Z, montrer qu'ils sont cycliques de cardinal 1, 2, 3, 4 ou 6. Donc en gros c'est Z sur NZ avec n égale 1, 2, 3, 4 ou 6. Alors on va forcément se servir de la première question, maintenant à voir comment. Donc on va commencer par nommer un groupe. Soit G inclus dans SL2 de Z, sous-groupe fini. Alors, donc comme c'est un sous-groupe fini de SL2 de Z et que SL2 de Z est lui-même un sous-groupe fini de GL2 de R, on peut se servir de la question précédente pour nous donner une injection dans O2 de R. À voir comment ça va nous aider. D'après la question précédente, il existe un morphisme injectif, phi qui va de G dans O2 de R, et qui à G associe donc P-1, on a en plus son expression GP. Alors, première remarque qu'on peut faire, c'est que donc, les éléments de G, ils sont supposés être de déterminant 1. D'accord? On rappelle que SL2 de Z, c'est l'ensemble des matrices donc M appartenant à GL2 de Z, telles que donc déterminant de M, c'est égal à 1. Donc c'est les matrices à coefficient dans Z, inversibles d'inverse à coefficient dans Z, et de déterminant 1. Donc, puisque le déterminant est invariant par changement de base, hein, si on fait le déterminant de P-1 GP, on obtiendra toujours 1, d'accord? Le déterminant de P, il va pas, même si lui il vaut pas 1, en fait, il va se simplifier avec le déterminant de P-1. Donc en fait, là on peut simplifier un petit peu, donc j'ai déplacé un petit peu ça. Donc notre O2 de R, en fait, on peut le changer en SO2 de R, le groupe spécial orthogonal, d'accord? Et on rappelle aussi hein, que avec donc SO2 de R, qui est égal à l'ensemble des matrices A appartenant à O2 de R, de déterminant 1. Les matrices de O2 de R, elles sont forcément, les matrices orthogonales sont forcément des déterminants 1 ou moins 1, et donc quand on regarde le groupe spécial orthogonal, c'est de déterminant 1. Okay. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est chouette? C'est parce que on est dans O2 de R. Donc la classification des isométries, en fait, des matrices orthogonales, on la connaît très bien. En fait, les isométries d'un espace euclidien de dimension 2, elles sont de deux types possibles. On va voir les symétries orthogonales et les rotations. Donc les symétries orthogonales, elles vont être caractérisées par le fait que leur déterminant il vaut moins 1, et les rotations, on va les reconnaître par le fait que leur déterminant il vaut 1. Donc en fonction du déterminant d'une isométrie, on connaît son type, rotation ou symétrie. Donc là, on a affaire à des matrices directement. Donc en fait, leurs matrices, elles sont de deux types possibles. Donc rappel, les éléments de O2 de R sont de la forme... Donc on a deux cas possibles. On va les appeler R de θ, qui vont s'écrire de la forme cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ et cosinus θ. Donc les rotations d'angle θ, donc caractérisées par le déterminant qui vaut 1. Okay, donc on peut déjà écrire en dessous que SO2 de R
c'est l'ensemble hein, des R de θ, donc ça c'est du cours R de θ pour θ appartenant à R. Et donc l'autre type d'isométrie qu'on a, donc là on n'en aura pas besoin parce que le déterminant -1, ça n'intervient pas, mais on peut les appeler S de θ, donc ça va être cosinus θ, sinus θ et moins cosinus θ. D'accord, donc ça c'est une symétrie, ça se voit pas très bien comme ça, mais c'est une symétrie orthogonale, et donc de déterminant -1. Donc le fait que ce soit des rotations, ça va beaucoup nous aider, parce que, en fait, donc, on a une propriété qui est assez chouette, c'est, on a R de θ, donc on a une propriété qui est assez chouette, c'est, on a pour tout θ tau appartenant à R, donc les angles de rotation, donc quand on va faire le produit R de θ fois R de tau, c'est égal à R de θ plus tau, ce qui est assez logique. Quand on compose deux rotations d'angle θ et d'angle tau, on ajoute les angles de rotation. Donc je ne vais pas le démontrer, hein, ça peut se démontrer avec les formules trigonométriques par le calcul. Et donc en fait là on va réussir à prouver grâce à ça que notre groupe est cyclique. On pose donc l'image de phi, donc on va les noter tout simplement R de θg pour G appartenant à G. D'accord? Donc ça c'est phi de G. D'accord? On sait qu'il s'écrit comme une matrice de rotation. C'est plutôt cool, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va forcer les θg, hein. Donc les θg, c'est des angles de rotation, et par 2π périodicité du cosinus et du sinus, ils sont définis à 2π près. Donc on va les forcer à habiter dans 0, 2π, avec 2π exclus, donc avec tous les θg, on va les prendre dans 0, 2π, et là pour prouver que c'est cyclique, en fait, l'idée assez naturelle, c'est qu'on va considérer le plus petit angle non nul. Donc on pose θ0 par exemple, qui va être le minimum des θg pour G appartenant à G privé de IN. Pourquoi privé de IN? Parce que l'identité, ça va nous donner la rotation d'angle nul, d'accord? Donc ça on n'en veut pas, et donc ça c'est quelque chose qui appartient à 0 de pi. Donc le fait que l'inf existe, c'est parce que c'est une partie minorée de R. L'infimum va être atteint parce qu'on a un ensemble qui est fini ici. Donc on fait le minimum sur un ensemble fini, il est forcément atteint. Alors maintenant, ça va être assez simple, hein. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre soit G appartenant à G quelconque, on va poser M appartenant à N, tel que M fois θ0, ce soit plus petit que θg, soit lui-même strictement inférieur à m plus 1 fois θ0. Alors l'existence d'un tel m, hein, ça provient du caractère archimédien de R. Si vous voulez le prouver rigoureusement, c'est voilà, par le caractère archimédien de R. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire θg moins mθ0, qui va être plus petit que θ0, strictement, et plus supérieur ou égal à 0. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que ça va correspondre à l'angle de rotation d'un élément de l'image. On a R de θg fois R de θ0 puissance moins m, et bien ça, d'après la petite formule qui est au-dessus, ce sera égal à R de θg moins m θ0, d'accord? Ce qui appartient à l'image de phi. Sauf que donc là on a trouvé un angle qui est strictement plus petit que le minimum des angles non nuls, et donc c'est que c'est forcément l'angle nul. Par minimalité de θ0, on a forcément θ0, θg moins mθ0 qui est égal à 0, et donc θg qui est égal à mθ0. Et donc ça signifie quoi? Bon là on a affaire à la rotation d'angle 0, donc ici c'est l'identité, c'est IN, et idest, donc ça signifie que R θg, c'est égal à R θ0 puissance m. Autrement dit, R θ0 engendre le groupe, enfin engendre l'image. Donc autrement dit, R de θ0 engendre im phi, qui est donc cyclique. Il est monogène et fini, donc il est cyclique. Donc là, on a prouvé la première partie de ce qu'on voulait, mais on n'a pas de borne sur le cardinal encore. Et en fait, on ne s'est pas encore servi du fait qu'on a un sous-groupe de SL2 de Z.
Là, pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est valable hein, pour SL2 de R. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc tout à l'heure, on a dit que le déterminant, c'était invariant par changement de base, mais en fait, il y a un autre invariant assez classique, c'est la trace. Donc on va servir de ça. Pour tout G appartenant à G, on a donc la trace de G, qui est égale à la trace de P-1 GP, mais ça en fait c'est la trace de R de θg. Et donc d'un côté, qu'est-ce qu'on a? Bah, la trace de θg, on va pouvoir l'écrire comme étant 2 cos θg. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que ça appartient à Z. Parce que bah, forcément G, c'est une matrice à quotient dans Z, donc sa trace, c'est la somme des éléments diagonaux, donc c'est un entier aussi. Donc là, on a 2 fois cosinus de quelque chose qui est égal, enfin qui appartient à Z. On va le faire, on va regarder spécifiquement ce qui se passe pour θ0. On a alors, donc 2 cos de θ0 qui appartient, donc c'est un entier qui est entre moins 2 et 2, hein, parce que les cosinus, ils sont tout le temps entre moins 1 et 1, donc moins 2, 1, 2. Donc ça revient à dire hein, que cosinus de θ0, ça appartient à moins 1, moins 1 demi, 0, 1 demi et 1. Donc ça, c'est toutes les valeurs possibles. Alors on va regarder ce que ça va donner, ces valeurs-là. Alors, on va regarder pour chacune des valeurs ce que ça nous donne comme groupe. Si cosinus de θ0, c'est égal à moins 1, alors θ0, c'est égal à pi. Je vous rappelle qu'on a pris les angles des rotations dans 0 de pi ouvert. Donc là, on a θ0 qui est égal à pi, et donc là, ça correspond à une rotation d'angle pi. Donc là, on a un groupe qui est engendré par une rotation d'angle pi. Donc on va voir R de θ0 qui va être bah, tout simplement la matrice moins 1, 0, 0, d'accord? Et elle est d'ordre 2. D'accord, une rotation d'angle pi, c'est d'ordre 2. Donc dans ce cas-là, on va avoir G qui va être isomorphe, donc à Z sur 2Z. Ensuite, donc si cosinus de θ0, c'est égal à moins 1 demi. Ok, donc j'ai fait un cercle trigo. Donc là, on voit pour le cosinus de θ. Donc avec le cercle trigo, on voit donc cosinus de θ0 égale moins 1 demi, donc ça va être ici. Donc on a moins 1, c'était le cas d'avant. Donc ça correspond à un angle de 2π sur 3. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais pas écrire la matrice de rotation, elle est un peu plus pénible, là on va avoir des racines de 3 sur 2, etc. Donc là on va simplement écrire donc G, C, Z, c'est isomorphe à Z sur 3Z, hein, une rotation d'angle 2π sur 3, ça va engendrer une rotation donc de 4π sur 3 et l'identité. Ensuite, on va avoir, donc si cosinus de θ0 c'est égal à 0, donc dans ce cas-là, on va avoir comme angle, donc l'angle droit, donc 2π sur 2, d'accord? Alors, θ0 c'est π sur 2, donc on peut écrire ce que c'est R de θ0, donc c'est une rotation d'angle π sur 2, sa matrice ça fera 0, 1, moins 1, 0, et G qui va être isomorphe à Z sur 4Z, donc effectivement, dedans, bon, bah, on va avoir la rotation d'angle π sur 2, enfin, dans l'image, à chaque fois, hein, je parle de l'image de phi, hein, qui va contenir les rotations, donc dans l'image de phi, on va avoir la rotation d'angle π sur 2, la rotation d'angle π, la rotation donc 3π sur 2, et l'identité. Ensuite, donc si cosinus de θ0 c'est égal à 1 demi, alors dans ce cas-là, sur le cercle trigo, on va regarder l'angle correspondant. Donc l'angle correspondant, ça va être celui-ci. Je vais le faire en orange, ça va être celui-ci. Voilà. Et donc ici, c'est un angle de π sur 3. Dans ce cas-là, on va avoir θ0 égale π sur 3. Donc là, je ne vais pas écrire encore une fois. Donc, une rotation d'angle π sur 3, bon, bah, ça va engendrer une rotation d'angle 2π sur 3, π, 4π sur 3, et 5π sur 3. C'est ça. Et donc on va voir G qui va être, c'est le fameux Z sur 6Z. Ok, donc on a terminé pour cette question, même pour cet exercice. Juste un tout petit bonus, ces cardinaux sont-ils atteints?
D'accord? Donc là, c'est bien beau, hein, on a prouvé que si on a un sous-groupe fini de SL2 de Z, alors il est soit cyclique de cardinal 1, 2, 3, 4 ou 6, il n'y a rien d'autre qui est possible, mais par contre, rien ne nous dit qu'il y a effectivement un sous-groupe cyclique de cardinal donné par cela. Donc, bon, quand on regarde la matrice de rotation, ici, pour pi, on voit bien que ça, c'est un coefficient dans Z, donc en fait, celle-ci, hein, il y a bien un sous-groupe de cyclique de cardinal 2. Donc là, c'est pareil pour la rotation d'angle pi sur 2, donc on va aussi avoir une matrice ici qui va être à coefficient dans Z, donc ça va nous donner un groupe isomorphe à Z sur 4Z, d'accord? Par contre, pour Z sur 3Z et Z sur 6Z, je les ai pas écrits parce que c'était pénible, et en plus, les matrices de rotation, elles vont avoir des racines de 3 et des 1,5, donc elles sont pas à coefficient dans Z. Donc on peut se demander, est-ce qu'il y a des éléments d'ordre 3 et d'ordre 6 dans Z sur 2Z, et la réponse est oui. Donc si on pose donc A est égal à 0, moins 1, 1, 1. Alors on peut vérifier par le calcul que A carré, c'est égal à la matrice moins 1, moins 1, 1, 0. A cube, ça va être égal à moins 1, moins 1, 0. Et finalement, en fait, si on remet ça au carré, on se rend bien compte qu'on va avoir A puissance 6 qui sera égal à l'identité, qui sera égal à 1, 0, 0, 1. Donc là, effectivement, on a un élément d'ordre 6, d'accord, qui est dans SL2 de Z. On a bien A appartenant à SL2 de Z, bon, car elle est à coefficient dans Z, et son déterminant, c'est égal à 1, et donc le sous-groupe engendré par A, donc est isomorphe à Z sur 6Z. L'isomorphisme est donné par, tout simplement, hein, Z sur 6Z va dans, je vais le noter comme ça, le sous-groupe engendré par A, qui, donc, à la classe de K, associe A puissance K. D'accord? Un représentant de K. Et ça dépend pas du représentant, tout simplement, parce que A est d'ordre 6, donc si on remplace K par K plus un multiple de 6, ça donnera toujours le même élément. Donc ça, c'est un isomorphisme. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je le trouve super sympa, résoudre des problèmes de théorie des groupes dans SL2 de Z. Donc SL2 de Z, il n'y a même pas de structure euclidienne derrière. Et voilà, on s'appuie quand même sur le cours sur les espaces euclidiens, sur les isométries, pour résoudre ce problème. Donc je trouve ça super sympa. Si vous aimez bien les exercices dans ce style, si vous voulez plus d'exercices, par exemple, qui parlent de classification des isométries, hein, j'en ai d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et puis à la prochaine fois.